why Gaddafi has to die has to do with the United States of Africa. This man has been pushing African countries to unite, just like the United States of America. The very first thing that European countries, when they were colonizing African countries, did was to divide African people. When you want to break a powerful home, you have to find a way. عند العراق ما عنده، وحتى لو عند العراق سعيد مارشال، لو باكستان عندها قنبله ذريه، والهند عندها قنبله ذريه، والصين وروسيا وبريطانيا وفرنسا وامريكا، ما كل عندهم قنابل ذريه، كلهم بيدمروها كويس. فالمدمر كل الدول اللي عندها سعيد مارشال. تجي قوة أجنبية تحتل دولة عربية وتسمع قرايصها واحنا نتفرج على المضحك. وعمار قاعد في الأسر كم عام واحنا نتفرج عليه ونعقد قمة بدون عمار. ليش ما قلنا القمة ما تنعقدش لغاية ما يطلع أبو عمار من الأسر؟ وأخيرا سمموه وقتلوه. ليش ما نحقق نمشي لمجلس الأمن نحقق المقتل أبو عمار؟ وليش ما نحقق في شنقة صدام حسين؟ كيف يصير حرب يسمط ورئيس دولة عربية عضو في الجامعة العربية؟ لما نتكلم عن سياسة صدام حسين والخلاف معاه سياسي، ممكن كلهم مختلفين سياسيين معاه، مختلفين حتى مظاهرنا نحن الآن. ما في حاجة تجمعنا أبدا إلا القاعة هذه. ليش ما يكون فيها تحقيق في مقتل صدام حسين؟ قيادة عربية بالكامل تقتل تشنق المشانق، راح نتفرج لماذا؟ وممكن الدور جاي عليكم كلكم. نعم. ليش امريكا قاتلت مع صدام حسين ضد الخميني؟ كان صديقها. تشيني كان صديق لصدام حسين. رامي سندري كان وزير دفاع الامريكي لما كان يدمروا في العراق، صديق حميم لصدام حسين، واخيرا باعوه وشنقوه. حتى انتم اصدقاء امريكا، نحن اصدقاء امريكا، بلاش نقول انتم، نحن اصدقاء امريكا كلنا قد توافق امريكا على شنقنا في يوم ما. To turn that family against each other. That's the very first thing Western countries did to keep us from being powerful. The second thing they did was to stop education. Make sure that African people are not educated. Education is the key to success. By us being educated and educating our own people, Ceci est un message des anonymes au gouvernement français et aux Français. Depuis trop longtemps, ceux qui cherchent la vérité sont traités en véritable danger pour notre société et nos gouvernements. Nous ne sommes et ne serons jamais vos ennemis. Ce sont des mensonges proférés par vos gouvernements qui ne souhaitent pas que leurs secrets soient dévoilés. Si vous n'avez rien à cacher, vous n'avez rien à craindre. Anonyme se bat contre les sectes depuis sa création. Voici quelques petits détails, bons à savoir, sur le gouvernement français. Sachant que la franc-maçonnerie recrute chez les politiques, juges, les banquiers, avocats, journalistes, policiers, l'armée, instituteurs, entrepreneurs, commerçants, médecins, et toute une racaille similaire, occultistes, satanistes, lucifériens. Les grades de 33 degrés, 90 degrés, 96 degrés. Liés à l'ordre des Illuminati, adeptes de Lucifer et Satan. Liste impressionnante des politiques dans les réseaux occultes, et satanistes et mondialistes Illuminati.
From the shadows, they have engineered every major war, revolution and recession. They control everything you read, everything you hear, and everything you see. They have managed to indoctrinate an entire populace to their way of thinking, and have infiltrated key positions in places of authority. And it is from the shadows that they have created a new political order, a new economic order, and more sinister, a new religious order. Their ultimate aim is total global domination, and they will stop at nothing to reach their goal. The goal that was outlined in a speech given by former President of the United States, George Bush. What is at stake is more than one small country. It is a big idea, a new world order. Merci Free.
Xavier B, franc-maçonnerie. Jean-Luc Mélenchon, franc-maçonnerie. Brice Hortefeux, franc-maçonnerie. Claude Guéant, franc-maçonnerie. Christian Estrosi, franc-maçonnerie. Christine Boutin, Opus Dei. Hervé Guémard, Opus Dei. Patrick Devadjian, franc-maçonnerie. Manuel Valls, franc-maçonnerie. Nicolas Sarkozy, franc-maçonnerie et le siècle. Valéry Giscard d'Estaing, Bohemian Club. François Bayrou, le siècle. Dominique Strauss-Kahn, le siècle et groupe Bilderberg. Christian Poncelet, franc-maçonnerie. Jacques Lang, franc-maçonnerie. Henri Emmanuelli, franc-maçonnerie. Jacques Chirac, franc-maçonnerie et groupe. Michel Rocard, Bohemian Club. Patrick Balkany, franc-maçonnerie. Alain Boé, franc-maçonnerie. Gérard Collomb, franc-maçonnerie. Marie-Lise Lebranchu, franc-maçonnerie. Daniel Vaillant, franc-maçonnerie. Éric Besson, le siècle. Jean-Claude Trichet, le siècle et groupe Bilderberg. Jean-François Copé, le siècle et groupe Bilderberg. Dominique de Villepin, groupe Bilderberg. Martine Aubry, le siècle et le réseau Voltaire. Jean-Pierre Chevènement, le siècle. François Fillon, le siècle. François Hollande, le siècle. Alain Juppé, le siècle. Bernard Kouchner, le siècle. Rachida Dati, le siècle. Laurent Fabius, le siècle. Donc, voilà notre réponse. Exigence du peuple souverain de France. Nous, citoyennes et citoyens du peuple souverain de France, n'admettons pas plus longtemps la dépendance monétaire, qui nous est imposée vis-à-vis des banquiers internationaux, par le biais de notre État corrompu. Nous n'admettons pas la dépendance qui nous est imposée vis-à-vis des lobbies criminels de la haute finance, de l'industrie et de la technologie. Qui contrôle la politique, qui combat le système métrique, c'est nous, qui sait où se trouve l'Atlantide, qui cache les humanoïdes, c'est nous, qui traite les écolos de ringard, qui fait du Gutenberg une star, c'est nous, qui gagne les femmes à l'écart, qui truque les remises d'Oscar, c'est nous. Il y a quelques jours, le Parlement juif européen a été inauguré à Bruxelles en toute discrétion. Une assemblée où seront débattus les sujets relatifs à la question juive en Europe. Les juifs seront représentés par 120 parlementaires. Notez que ce Parlement se trouve dans le même bâtiment que le Parlement européen. Ce sont des juifs français et européens qui ont élu ces représentants, mais aussi des Russes, des Slovènes, des Kazakhs et même des juifs de San Marin et Gibraltar. En quoi les citoyens de pays non européens ont légitimité à élire un Parlement juif qui se prétend européen? Ces 120 députés du Parlement juif européen sont censés représenter 47 pays. Cela en fait donc 20 de trop qui n'ont rien à voir avec l'Europe. Hein? Au-dessus, il n'y a personne, hein. Je veux dire, il n'y a personne. Je cite Javier Solana à ce sujet. La phrase a été prononcée mercredi 21 octobre 2009 à Jérusalem. Israël, permettez-moi de le dire, est un membre de l'Union européenne sans être membre de ses institutions. L'État juif, a-t-il souligné, est partie prenante à tous les programmes de l'Europe des 27, notamment dans les domaines de la recherche et de la technologie. Il poursuit.
Aucun pays hors du continent n'a le type de relation qu'Israël entretient avec l'Union européenne. Un parlement juif comptant 120 députés, si l'on se réfère aux écrits bibliques, cela fait 10 représentants par tribu. Mais ça n'a certainement rien à voir. Chirel à Mâcon en la traitant de sale juive, etc., etc. Quelle différence y a-t-il? Pour quelle raison on emprisonne ces cinq garçons et filles qui ont insulté, qui ont agressé, et que Dieudonné, sous prétexte qu'il est un humoriste, sous prétexte qu'il peut dire n'importe quoi, et qu'il peut s'exprimer comme ça, peut agresser une communauté qui aujourd'hui, je peux le dire, aujourd'hui, même si ça peut faire sourire certains, une communauté qui souffre, mais ça une me communauté, fait pas sourire du tout, moi. non, peut-être certains, je dis, une communauté qui souffre, une communauté qui est agressée, non seulement verbalement, on agresse les rabbins, on agresse des enfants dans les écoles, et ça, c'est une espèce de chose comme ça que l'on attise et on met de l'huile sur le feu. Et surtout, ne pas faire de l'humour avec l'Holocauste, avec la Shoah. On ne fait pas d'humour avec la tragédie des Arméniens. On ne fait pas d'humour sur ce terrain-là. C'est impossible. Il y a eu trop de morts, trop de gens innocents qui sont partis en Allemagne, qui sont morts dans les fours parce qu'ils étaient juifs, homosexuels ou gitans. Et ça, c'est inconcevable. Permettez-moi, Alexandre Arcadi, de vous dire ce que j'ai dit à Dieudonné quand je l'ai eu au téléphone. Je lui ai dit que je trouvais inadmissible qu'on lui interdise de faire l'Olympia, mais que les Juifs, c'est pas les Belges. Et qu'en France, on n'a jamais envoyé 200 000 Belges dans des camps d'extermination. En revanche, on a envoyé 200 000 Juifs dans des camps d'extermination. Voilà, c'est tout ce que je pense. Et je voudrais rajouter concernant l'Olympia, à mon sens, c'est une erreur fondamentale d'avoir fait pression pour lui interdire cette salle. La plus belle chose qu'on aurait pu faire, c'est que la salle soit vide. Oui, là, on aurait pu répondre à cet humour qu'on refuse. Y aura-t-il un jour une Palestine libre aux côtés d'Israël? Les Nations Unies l'avaient prévu. C'était en 1947 au moment de la création de l'État hébreu. Mais le partage n'a pas eu lieu et chacun porte une responsabilité dans cet échec. Le peuple palestinien, pourtant, n'a jamais oublié ses rêves d'indépendance. Aujourd'hui, ses responsables se tournent vers les Nations Unies pour demander la reconnaissance d'un État palestinien. Israël se raidit, les Américains sont contre, l'Europe est divisée. Le territoire, déjà cerné par un mur et des miradors, s'est vu imposer par l'armée israélienne une nouvelle zone tampon. Un no man's land de 300 mètres de profondeur, rasé par les bulldozers de l'armée israélienne, qui tire à vue sur quiconque y pénètre. L'objectif est de limiter les attaques du Hamas. Mais pour les agriculteurs locaux, c'est une catastrophe. Toute cette région, depuis la frontière jusqu'aux limites du village, était recouverte d'arbres fruitiers, surtout les agrumes. Il y en avait tellement que les branches s'entrelaçaient. Cette région était la première dans l'exportation des agrumes. Sur cette terre, mon père avait planté les arbres en 1952. En 2006, les Israéliens nous ont tout rasé. Maintenant, nous ne pouvons cultiver que des petites plantes, comme des légumes, pour dégager la vue. Quand il y a des tirs, nous essayons de fuir la région. 2 à 3 fois par semaine, nous sommes obligés de fuir. Des tirs, il y en a régulièrement. La zone tampon abrite près d'un tiers des terres agricoles de la bande de Gaza. Et certains agriculteurs y ont tous leurs champs. Ces terres sont leur unique moyen de subsistance. Alors malgré le danger, ils doivent y pénétrer pour planter ou récolter. L'armée israélienne peut alors tirer à vue. C'est pour les protéger de ces tirs que les membres de l'ONG internationale Solidarity Movement accompagnent les paysans pendant ces périodes critiques. Les volontaires portent des gilets fluorescents. Ils forment un bouclier humain face aux soldats israéliens.
Malgré les annonces, l'armée ouvre le feu. En mer, c'est le même enfermement. Les pêcheurs n'ont pas le droit d'aller à plus de 5 km de la côte. Mais dans la zone autorisée par les Israéliens, il n'y a presque plus de poissons. Alors, pour survivre, on tente de repousser les limites. Mais les navires de guerre israéliens veillent. À Gaza, tous les pêcheurs ont une histoire à raconter. Aux commandes de son chalutier, Ahmad Kabadja gagne le large, comme chaque jour depuis qu'il a 14 ans. Jusqu'à maintenant, il n'y a aucune réponse. Les refus de l'administration israélienne s'accumulent sur le bureau d'Abou Hassan. Les raisons invoquées sont parfois surprenantes. Celui-là, par exemple. La surface est trop petite, donc l'obtention de permis n'est pas justifiée. Et on a ici aucune justification à l'obtention d'un permis. Ça veut dire, oublie, t'en as pas besoin. Allez, au revoir. Alors ici c'est pour un paysan qui s'appelle Hussein Aboutara. Le terrain n'est pas complètement derrière le mur. Ça veut dire qu'ils ont étudié la question, le terrain est des deux côtés du mur, et la majorité n'est pas derrière le mur. Donc le paysan n'obtient pas de permis. Avec leur politique, ils font tout pour que les Palestiniens abandonnent leurs terres. Du coup, plein de champs sont en friche, car les paysans renoncent par lassitude. Et malgré les apparences, il est très riche en eau. 9000 colons juifs s'y sont implantés et contrôlent la grande majorité du territoire. Ils ont aussi un quasi-monopole sur l'eau pour leur consommation personnelle et pour leurs grandes exploitations agricoles. Exemple flagrant, Bardala. Ce village palestinien vivait de l'agriculture avant l'arrivée des colons en 1967. Aujourd'hui, sa production agricole a chuté de 70%, faute d'eau. L'ancien maire se souvient pourtant d'un village prospère. Voilà très clairement la raison de notre malheur à Bardala. Ce sont ces pompes à eau qui nous ont apporté la pauvreté. Pour construire ça, ils ont fermé 3 de nos puits. C'est à cause de ça qu'aujourd'hui, nous n'avons presque plus d'agriculture, alors que mon père plantait 7 sortes de pommes. Ça, c'est la raison pour laquelle notre terre aujourd'hui ressemble à un désert. Il n'y a plus d'eau pour l'arroser. Autrefois, une rivière coulait au milieu du village. Mais aujourd'hui, pour boire de l'eau, il faut l'acheter à la compagnie d'eau israélienne. Pour l'agriculture, c'est pareil. On ne peut l'acheter qu'en quantité limitée et ça diminue d'année en année. Si vous voulez savoir où est la terre qui est restée aux Palestiniens et la terre qui a été confisquée par les colons, c'est très simple. Tout ce qui est vert est aux mains des colons, tout ce qui est désertique est à nous, les Palestiniens. À 1 kilomètre du campement, la station de pompage israélienne dont les Bédouins ne peuvent pas profiter. Regarde, l'eau est là, tu l'entends? Ça chante dans nos oreilles. Mais moi et mes enfants, on n'a pas le droit de la boire. Le moteur de la pompe rejette un petit filet d'eau pour éviter la surchauffe. Et de ce filet d'eau naît un miracle, en plein désert. Ici, il y a un peu d'eau et l'herbe pousse. S'il y avait plus d'eau, toute la terre serait verte comme ça. Donc ce n'est pas un désert ici en fait. C'est un désert par manque d'eau. C'est ce que veut Israël avec sa politique. Nous, on a un désert dont on ne peut rien tirer, et eux, ils prennent l'eau et ils en font un paradis. En plus des colons dans la vallée du Jourdain, il y a aussi des zones de tir pour l'armée et des réserves naturelles contrôlées par Israël. Aux Palestiniens, on rationne l'eau et on interdit de construire. Beaucoup se découragent. Ils étaient 300 000 en 1967, ils ne sont plus que 80 000 aujourd'hui. Après la terre et l'eau, l'autre point de friction entre Israéliens et Palestiniens,
c'est le sacré. À Hébron, au sud de la Cisjordanie, Abraham, le père du judaïsme, mais aussi un prophète révéré dans l'islam, est enterré avec sa descendance. Fort de cet attachement biblique, des colons se sont installés à Hébron dès 1968, sous haute protection de l'armée israélienne. Entre 600 et 800 vivent aujourd'hui au milieu de 35 000 Palestiniens. La cohabitation est difficile et la ségrégation de règles jusqu'aux rues de la vieille ville où chacun reste de son côté. Vendredi, jour de la prière pour les musulmans et début du Shabbat chez les Juifs. Chacun va prier au même endroit. Si les colons israéliens y arrivent en quelques minutes, c'est un véritable parcours du combattant pour les Palestiniens. Pas assez pourtant pour décourager Hania Al-Azé. Tout est fermé, comme tu peux le voir. Ça, c'est un barrage militaire qui bloque la rue principale. Avant, on mettait 5 minutes pour aller à la mosquée. Maintenant, ça prend environ 30 minutes. Les commerçants ont mis ces tentures ici, car les colons jetaient des pierres d'en haut et personne n'osait sortir. Quand on allait à la mosquée, ils nous jetaient de l'eau, des pierres, du sable. C'est pour ça que les commerçants ont mis des filets ici. La mosquée est coupée en deux ici. Une moitié pour les juifs et une moitié pour les musulmans. De l'autre côté, c'est pour les juifs. Ça n'ouvre que pour les fêtes religieuses. Quand c'est les nôtres, on a toute la mosquée. Et quand c'est leur fête, ils l'ont pour eux. D'un côté de la mosquée, les musulmans. De l'autre, derrière une vitre par balle, les fidèles juifs pris devant la tombe d'Abraham. La division date de 1994, année du massacre d'Hébron. Un colon juif extrémiste avait abattu 29 musulmans à l'arme automatique pendant leur prière. Les violences et les humiliations dues à la présence des colons ne s'arrêtent pas aux rues de la ville. Contrairement aux apparences, dans sa propre maison, Hania Al-Azé, sa femme et ses triplés vivent sous tension permanente. Une colonie est installée juste au-dessus de chez eux, et pour la protéger, un poste militaire. Nos fenêtres sont très proches de la colonie. Il y a à peu près 2 mètres entre eux et nous. Quand on avait encore des vitres ici, tous les jours ils lançaient des objets pour les casser. Et le verre tombait dans la nourriture. Finalement, je suis allée voir le comité de réhabilitation d'Hébron pour qu'ils enlèvent les vitres et mettent les volets à la place. Alors c'est sûr, on n'a plus de lumière, on n'a plus de soleil. C'est un peu dur, mais c'est mieux que d'avoir du verre dans la nourriture des enfants. C'est par cet escalier que les soldats montent. Vous avez le droit d'utiliser? Jamais de la vie, c'est interdit. Annie, tu peux allumer le moteur, s'il te plaît? On est obligé d'utiliser une pompe à moteur pour avoir l'eau courante. Avant, on avait un réservoir sur le toit, mais les colons l'ont cassé. Ma fille vient de sortir et j'ai peur quand elle sort toute seule. À cause de l'armée. Et parfois les colons sortent sur le toit et ils nous jettent des pierres. C'est pour ça que j'ai peur quand elle sort toute seule. Sortir de chez eux n'est pas non plus une mince affaire pour les Azés. Une route goudronnée existe bien à proximité de leur maison, mais elle est exclusivement réservée aux colons. Et sur une échelle, difficile de faire descendre des triplés et encore moins une poussette pour aller faire les courses. La rue Chouada était le centre nerveux d'Hébron jusqu'à la seconde intifada en 2000. Magasins, maisons palestiniennes ont été fermés sur ordre militaire pour empêcher les accrochages entre Palestiniens et colons. שבת בבוקר, יום יפה, אמא שותה המון קפה, אפשר ללכת לירקון ברשות שם,
פעם ראשונה שלך פה? לא. הייתי בתל דוב, חצור. אתם הראיתי לכם את הכלי נשק, נכון? את הרובה, את המאג, את ה-05, מקלעים, נכון? מרגמה, הסברתי לכם מה זה רימון. זה פעם ראשונה שלך במקום הזה? ואתה אוהב את המקום? יש לנו כאן את המרכבה שהיא תפארת המדינה שלנו. פה הייתי פעם שנייה כבר, זה חיל השריון, יד השריון. חיל הים הייתי באשדוד. מצודת יואב, מורשת של חיל גבעתי. מה, כשאתה לוקח רימון ביד, איך מפעילים אותו? אתה פותח את הפקק ואז זורק אותו. את המצרח, ואז אתה זורק אותו לעבר האויב. ומה הבעיה? בצבא בחיל גבעתי, בעורב. הוא היה בגבעתי. ומה אתה רוצה להיות? גם, להמשיך אותו. אני חושבת שאני אהיה חיילת קרבית. כן? שריון. אז אתה רוצה להיות תותחן שתהיה גדול? אתה רוצה להיות בתותחנים? כן. ואיפה אתה רוצה להיות? בחיל האוויר, לראות טילים מהאוויר. כשאתם נמצאים על הטנק, אתם מדמיינים משהו? הם כאילו במלחמה ויורים על הטנק ומנסים לפגוע בי. מה דמיינת? שאני הורגת אנשים. הם סורים והם לובשים מדים בצבע חום ירוק. ערבים. אני מדמיין שכל פעם אני רואה מולי ערבי מת, זה ממש שמח אותי כבר יותר. ומה אתה מדמיין שאתה נמצא על טנק? כלום! ערבים שרוצים אחריי, שרוצים להרוג אותי. באת לטנק, יורה בכולם, טק 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 טק, הורגת את כולם? איך הרגש? הרגשתי מאושרת. איפה בצבא היית רוצה לשרת? בצפון, בשטחים, בעזה, ביהודה ושומרון? לבנון, הייתי הכי רוצה בלבנון. איפה היית רוצה להילחם? בעזה. אבל עכשיו החזרנו את לבנון, אז אין לנו מלחמה בלבנון. לא נורא, נחזיר אותם לשם עוד פעם. אתה מקווה שעד שאתה תהיה חייל, תהיה לנו מלחמה כבר עם לבנון עוד פעם? כן. מה נראה לך הנשק שאיתו אפשר להרוג הכי הרבה? המרכבה סימן 4. זה טנק תוצרת הארץ קודם כל, אחד הטנקים הטובים בעולם. יצא כולה לפני שנתיים. וכמה אנשים אתה חושב שאתה תצליח להרוג שתהיה חייל? 85. ואתה רוצה להיות בצבא שתהיה גדול? לא רוצה להיות. למה אתה לא רוצה להיות? שלא יראו בי. ואתה חושב שבצבא מסוכן שזה יכול לקרות? ולא מפחיד אותך להילחם בעזה שזה הכל סמטאות קטנות? לא, לא מפחיד. כי אם יראו בי יש לי חברים שיעזרו לי. Alors Mehdi, oui, il faut être membre d'une certaine communauté pour pouvoir rire de cette même communauté. Non, je crois pas. Mais pourquoi ça? Non, c'est pas vrai. Il y a une façon de faire, une façon. On sent bien quand on écrit un sketch, quand on écrit un livre, quand on fait un film, comment on s'adresse aux gens et pourquoi on s'adresse. C'est une question de conception humanitaire. Alexandre, c'est vrai, on a vu dans le sujet tout à l'heure, quand Elie Semoun est au piano et qui dit « Regardez, je suis juif et puis j'ai les poches pleines d'argent », bon, c'est obligatoirement au deuxième degré parce qu'il est juif. Mais si c'est un goy qui fait ça, il se fait allumer, vous êtes d'accord ? Le même, nous vivons dans un monde qu'on peut critiquer, qui est le monde de la dérision. Vous le savez bien, dans les médias, je dirais, le monde de la dérision, on se moque de tout. Le fait que ça se fasse me satisfait. Parce que ça veut dire que nous avons, qu'on est libre. Peu à peu... Il faut qu'on soit beaucoup plus sage que ça, qu'on ne rentre pas dans ces provocations. Et c'est pour ça que... C'est l'autocensure, ça, Jamel. Tu comprends ce que je veux dire? Si on commence à pas faire de dessin pour pas choquer les musulmans... Non, si on fait... Pour moi, c'est de l'autocensure, c'est la fin de la liberté d'expression. Pour moi, la liberté d'expression, la liberté d'expression et le respect font partie, sont mariés ensemble. Oui, mais ça... moi, je suis pour la liberté d'expression. Mais si je vais blesser une personne, pourquoi blesser la personne? Mais si moi j'ai envie de faire une caricature
sur Mahomet ou sur un rabbin ou sur Jésus-Christ, il faut que j'ai le droit de le faire. Tu comprends? C'est ça la France. Quand tu sais que tu vas blesser 10 millions de personnes, pourquoi tu vas les blesser? Pourquoi? C'est la liberté, c'est ça. C'est la liberté de... Alors... Non, mais vous pensez pas que c'était à vous de vous excuser, non? En disant le sketch n'était pas très drôle, je suis désolé si j'ai blessé des gens, voilà, excusez-moi, voilà, c'est une connerie. C'est mon travail. Mais vous ne referiez pas le même sketch quand même? Mais le spectacle que je fais reprend en grande partie les lignes de ce sketch. Mais il y a un truc que je ne comprends pas sur cette affaire, c'est qu'à aucun moment vous avez senti le besoin de vous excuser et que vous en avez rajouté. C'est tellement surprenant, c'est tellement inadmissible que j'en suis choqué. Voilà. Dans un pays où on peut parler, on peut s'exprimer. Et là, pourquoi tout d'un coup, sur un sujet, on ne pourrait pas s'exprimer? C'est la seule chose que je Vous savez bien pourquoi on ne peut pas s'exprimer. Pourquoi? Parce que dans ce pays, on a envoyé pendant la guerre des juifs dans des chambres à gaz et que ça crée un petit problème quand même. Vous voyez ce que je veux dire? Dans ce pays, on a envoyé pendant 400 ans des centaines de millions de Noirs et 400 ans d'esclavage. Et pourtant, ça n'a pas empêché Michel Leb de faire un sketch qui m'a fait marrer, où il faisait un Noir, puis à la fin, il faisait un singe, et en parlant des narines, en parlant des lunettes. En tout cas, lui, il n'a pas été interdit d'exercer son travail, il a même eu la Légion d'honneur. Quelqu'un qui a toute sa famille qui a été exterminé dans un camp de concentration et qui voit quelqu'un à la télé qui dit Israël. Oui, moi je suis avec tout ce qui vient de dire, à part qu'il y a une petite nuance, c'est que si ça a basculé, c'est parce que l'armée a lâché Ben Ali. Or l'armée c'est une structure organisée, moi je n'ai pas la réponse, mais pourquoi l'armée à un moment donné est passée de l'autre côté, du côté du peuple? Ça c'est une question politique qu'il faut se poser, parce que c'est là que ça s'est joué. Hein. Si l'armée avait suivi Ben Ali, il y aurait eu un bain de sang et tout serait rentré dans l'ordre après 15 jours. Internet, c'est bien, mais ça ne remplace pas les fusils mitrailleurs. Internet, bien basculé. Précisément. Ce n'est pas si sûr. Peut-être que l'armée n'avait pas non plus l'envie de se payer un bain de sang. N'avait pas les moyens. Peut-être que l'armée qui est formée par des pays étrangers, armée par des pays étrangers, etc., à un moment donné, le régime de Ben Ali était tellement faisandé par sa femme et le réseau de sa femme que peut-être que même pour les multinationales occidentales, la corruption devenait pénible pour eux aussi. Et on peut imaginer aussi que cette déliquescence totale ait agacé même, je veux dire, les droites capitalistes mondialistes. Vous voulez dire qu'il y a forcément l'Occident derrière, sinon Ben Ali ne se serait pas écroulé. Il faut le peuple et une puissance supérieure pour qu'une révolte gagne. S'il y a un des deux, ça suffit pas toujours, et en général, s'il y a que en haut, ça peut marcher, s'il y a que en bas, ça marche jamais. En 1905, la révolution russe ne marche pas, en 17, elle marche parce qu'il y a d'autres forces étrangères qui viennent aider les bolcheviks. Voilà. Donc, posons-nous la question de l'armée. Il y a 2-3 spécificités quand même. Déjà, je veux dire que je suis le seul dont il est main dans le cambouis de la politique. Comme si un ethnologue disait, je suis allé en bibliothèque, mais je suis aussi allé en Afrique. Voilà. Moi, je suis l'ethnologue qui est allé en Afrique. C'est-à-dire, je ne parle pas de politique dans la bibliothèque seulement. J'ai mis les mains dans le cambouis, je sais un peu comment ça marche quand on ouvre le capot et qu'on regarde plus la carrosserie, mais le moteur. On apprend des tas de choses. J'y suis pas allé pour rien. Voilà. Alors, dans ce moteur que vous avez regardé d'aussi près, est-ce que le moteur était différent? Moi, je crois que Marine Le Pen aujourd'hui, qui a beaucoup de talent, qui a compris les deux piliers qui pouvaient la faire avancer, qui sont la lutte contre le mondialisme économique, qui n'est pas d'ailleurs la mondialisation, et la lutte identitaire. Elle a pris ces deux piliers, sont deux vecteurs gagnants. Elle les additionne, bien qu'ils soient parfois un peu contradictoires, puisque c'est lutter contre le néolibéralisme mondialisé, tout en validant le conflit de civilisation, ce qui à un moment donné posera des problèmes de cohérence. Raison pour laquelle je suis parti, voilà, comme ça on a déjà répondu à la question. Mais par ailleurs, je crois moi que si Marine Le Pen revient aujourd'hui dans le jeu, elle revient pour une bonne raison, c'est qu'elle produit une critique économique très rigoureuse, qui est intéressant parce que le Front National était avant le parti de témoignage, qui était en réalité un parti presque culturel, qui n'avait pas vraiment de ligne économique, puisqu'on disait on est pour la liberté, donc on est libéraux, enfin il y avait le Reagan français, etc. Aujourd'hui, Marine Le Pen cite Maurice Allais, etc., et est pas loin d'Emmanuel Todd dans ses analyses économico-politiques, et c'est même gênant pour même tous les gens qui sont ici, parce qu'en fait, elle dit à peu près ce que disent tous les experts à peu près sérieux et à contre-courant. Elle dit le contraire de Strauss-Kahn. Hein. Et ce qui est assez horrible, c'est qu'elle a le droit de dire ça si, face à l'histoire, en tant que soi-disant héritière de l'extrême droite, qui est un terme très abusif, elle porte la responsabilité historique de la montée de l'anti-islam, qui en réalité est un processus général voulu par toutes les autres forces, mais qui ne veulent pas se salir les mains. Puisque les deux forces, les deux vecteurs de puissance contre l'islam,
qui ont les moyens de réinviter ou pas Marine Le Pen dans les médias, elle n'est pas automotrice, elle n'a pas les moyens de passer la barrière des médias. Elle passe la barrière des médias, on la laisse dire des choses intéressantes sur l'économie, parce qu'elle va assumer devant l'histoire, en tant qu'extrême droite, la responsabilité de la montée de l'anti-islamisme. Or, il y a deux forces en France, comme dans le monde d'ailleurs, qui sont anti-islam. C'est Israël, parce qu'il faut que le conflit de civilisation puisse sauver ce pays qui n'est plus sauvable par les droits de l'homme, l'anticolonialisme et l'antiracisme. Voilà. Et aussi le réseau laïque français, qui est très puissant, qui s'appelle le réseau maçonnique, qui est une église sans révélation, mais qui est une église. Et cette puissance laïque qui a détruit le catholicisme veut maintenant empêcher l'islam de prendre pied. Voilà. Donc en fait, nous avons deux puissances qui sont deux réseaux. J'appelle ça des réseaux. Dans mon prochain livre, j'explique bien ce que c'est que la puissance politique, c'est les réseaux. C'est ce qu'on voit jamais. On a les idéologies et les rapports de classe. On a les personnages politiques, c'est le roman historique. Et entre les deux, on a les réseaux qui ne sont jamais visibles. Et en fait, il y a deux réseaux puissants aujourd'hui qui disent à Marine Le Pen, tu peux y aller à condition de taper sur les musulmans, car nous ne pouvons pas assumer la responsabilité historique de ce racisme qui ne dit pas son nom, de cet antisémitisme des lâches, puisque ce sont doublement des sémites, c'est d'assumer la responsabilité de la montée de l'antislamisme. Or, l'extrême droite, traditionnellement, n'est pas spécialement anti-islamique, alors que par contre, le sionisme et les réseaux laïcards, qui sont souvent alliés, ont toutes les raisons aujourd'hui de mener cette guerre, qui est menée notamment parfois par Gérin, des anciens communistes devenus maçons depuis que le réseau communiste s'est écroulé, etc., etc. Et ça, je suis là pour dire ça. Moi, je sais que le Front National aujourd'hui porte l'anti-islamisme, alors qu'ils pourraient s'arrêter à l'anti-immigrationnisme, qui était leur vrai discours. Il y a des musulmans aujourd'hui en France parce qu'il y a trop d'immigrés, d'une certaine manière. Si on veut lutter contre l'islam, il faut lutter contre l'immigration.